L'archipel des Tuamotu est un ensemble d'îles basses ou atolls, refermés sur leur lagon par une ceinture de corail. Cette barrière s'interrompt par endroits et permet au lagon de communiquer avec l'océan. C'est ce qu'on appelle une passe. Nous arrivons à Fakarava. À 450 km de Tahiti, c'est le deuxième atoll de Polynésie par sa taille. L'atterrissage se fait dans un mouchoir de poche. Parmi les passagers, Nicolas Buret. C'est le fondateur de l'Observatoire des requins de Polynésie. Il se rend aujourd'hui à la passe sud de Fakarava. Mais avant d'y parvenir, il faut encore traverser le lagon. Environ 3 heures de bateau séparent le nord et le sud de l'atoll. Les gens au Tuamotu vivent de l'eau et de l'eau. C'est-à-dire qu'ils vivent plus ou moins en autarcie, parce que bien sûr il y a des goélettes et des avions dans les atolls, mais c'est pas partout pareil. Et les gens ont pris l'habitude, ils vivent avec le lagon, avec l'océan, avec les passes. La passe sud de Fakarava est réputée pour abriter un trésor que les connaisseurs appellent le mur de requin. Et le gardien de ce trésor, c'est lui, Sanne Richmond. Hey, Nicolas. Comment tu vas? Hey. C'était roi. Ça va, alors, tu es venu voir les requins? Ah bah bien sûr. Ils sont toujours là, ils t'attendent. Ouais, c'est bien alors. Grana, Annabelle. Originaire du nord de Fakarava, Sanne s'est installé ici il y a une vingtaine d'années. Pour protéger la passe, il n'a pas hésité à prendre des mesures draconiennes. J'ai eu des travailleurs qui venaient pêcher là, j'ai dit, alors attention, je ne veux pas que tu pêches là. Non, 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 mes travailleurs, mes employés n'ont pas le droit de pêcher par ici chez nous. Bon, allez de l'autre côté, en face, dans le lagon, il n'y a pas de problème, mais ici devant, non. Vous avez fait la guerre aux pêcheurs, là. J'ai eu des ennemis, hein, des problèmes avec des gens. Mais j'ai pas lâché, hein. Le rôle de Sanne était primordial pour cette passe. C'est-à-dire qu'il y a des passes où malheureusement la présence humaine n'était pas. Et donc les pêcheurs pouvaient venir impunément prélever les ailerons des requins dans toutes les passes qui étaient non surveillées. Donc là, Sanne, lui, a permis de sauvegarder la passe. C'est-à-dire les pêcheurs n'osaient pas venir puisqu'il y a une présence humaine, il y a une présence touristique. Et les pêcheurs ne sont pas venus comme ça vider la passe des requins. Sur ce site, Sanne a construit lui-même de petits bungalows et a ouvert une pension de famille. Désormais, il fait découvrir aux visiteurs cet environnement unique, classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Ils sont magnifiques. Hein? Tu les vois comme ça s'approcher. C'est ta cuisine pour tout le monde, là. Oui, attends, t'as le chien, t'as les requins. Quand c'est là, ils s'amènent tous. Tous les jours comme ça? Ouais.
Nicolas prépare un film pédagogique sur les requins de Polynésie. La plongée dans la passe sud de Fakarava est un incontournable. C'est une passe où on a tout un peu gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a un courant qui est assez faible, il y a une profondeur qui est assez faible, et on va juste voir un peu plus de 200 requins gris. Donc pour un passionné de requins, on ne peut pas faire beaucoup mieux. À 71 ans, Sané, le gardien de la passe, ne rate jamais une occasion de plonger. Ok. Dès les premiers instants, la passe révèle toute sa richesse. Napoléon, Chromis ou Aiguillette viennent naturellement à la rencontre des plongeurs. Mais le véritable trésor de la passe, le voici. Cette fosse où évoluent plus d'une centaine de squales. Une densité qui témoigne du rôle essentiel joué par Sané dans la protection de l'environnement marin. Aujourd'hui, la pêche et le commerce des ailerons ou des dents de requin sont interdits par le gouvernement polynésien sur tout le territoire. Après 45 minutes de dérive, le courant ramène naturellement les plongeurs à leur point de départ. Fabuleux, fabuleux. Il y a des prédateurs de tous les côtés. Il y a des Napoléons, des gros mérous, des requins. C'est Voilà qui vient droit sur toi. ouais, si les prédateurs sont là, c'est qu'il y a les proies. Voilà. Donc s'il y a toute la chaîne alimentaire, c'est que la passe est en bonne santé, tout simplement. Depuis 2012, la Polynésie est le plus grand sanctuaire de requins au monde. Une vingtaine d'espèces peut y être observée. Mais l'une d'entre elles intéresse particulièrement Nicolas. Nous sommes de retour à Tahiti. Depuis plusieurs mois, dans les environs de l'île, la présence de requins-tigres a été constatée. Nicolas souhaite observer de plus près cette espèce réputée comme l'une des plus dangereuses pour l'homme. Alors, le requin-tigre a une mauvaise réputation dans le monde, mais paradoxalement, ici en Polynésie, il n'y a jamais eu aucune attaque à déplorer de la part de ce requin. Voilà, les Polynésiens ont plus peur, entre guillemets, des bancs de requins gris, puisqu'ils cohabitent ensemble, et lorsque par exemple un pêcheur avec une flèche prend un poisson, ça peut créer des frénésies, et là effectivement ça peut devenir dangereux. Maintenant, lorsqu'un pêcheur croise un requin-tigre, c'est plutôt un gros pépère qui va passer son chemin et qui ne reverront plus. Nicolas est accompagné de Michel Bègue, un guide naturaliste avec lequel il collabore régulièrement. Là, on va mettre de la nourriture protégée de manière à ce que les requins, et en particulier les petits requins, ne puissent pas l'attraper et la manger. Et ce qui nous intéresse, c'est pas de nourrir le requin, c'est simplement les attirer. Pour cette plongée, pas de combinaison renforcée ni de cage anti-requin, mais des précautions rudimentaires.
En fait, les chaussettes, parce que c'est pas pour la température, c'est parce que lorsqu'on travaille comme ça avec une source olfactive, ça réveille l'essence de tous les requins, notamment les petits. Et on s'est aperçu avec les différentes publications internationales que lorsqu'il y a des morsures, pareil pour les petits requins, c'est souvent sur les parties qui ne sont pas protégées. C'est-à-dire que les personnes qui sont en shorty seront plus assujetties à être mordues sur un avant-bras qu'une personne qui est en combinaison longue. Donc c'est pour ça que je cache au maximum les parties claires du corps. L'appât, déposé dans le tambour d'une machine à laver, remplit parfaitement son rôle. Dans son sillage, il attire une myriade de poissons et quelques requins gris. Tout est maintenant prêt pour attendre le seigneur des lieux. La rencontre est impressionnante, mais se déroule sans aucune agressivité. Après quelques minutes d'observation, le requin-tigre a satisfait sa curiosité et s'éloigne paisiblement. On la connaît bien, c'est une femelle qui fait assez grosse, à peu près 4 mètres. Là c'est intéressant parce qu'elle a une très grosse cicatrice sur la dorsale. Donc il y a eu un accouplement très récent. Une cicatrice, qu'est-ce qu'il y a l'accouplement? Oui, parce que les mâles, pendant l'accouplement, en général, ils agrippent les femelles avec la mâchoire, par la dorsale ou sur les flancs. C'est très violent. Le mâle est obligé d'attraper la femelle par les ailerons pour la retourner, la mettre en catalepsie, c'est-à-dire en fait elle s'endort, on appelle ça également l'immobilité tectonique, et à partir du moment où la femelle est sur le dos, là elle se laisse faire et le rapport sexuel peut avoir lieu. Voilà, donc en fait le mâle est obligé d'immobiliser la femelle. Et c'est pour ça que les cicatrices qu'on voit sur le corps de la femelle, ce qui nous permet de les identifier, sont assez fréquentes sur ces individus, sur ces femelles. On en encore un petit peu parce qu'on peut avoir un autre animal. Le requin-tigre vit habituellement dans des eaux très profondes. Mais des appâts régulièrement apportés sur ce site ont permis de provoquer des rencontres. Et il ne faut pas longtemps pour voir s'approcher un second spécimen. Tout au long de la plongée, Michel fait de la photo-identification. Un procédé qui lui permet de reconnaître les individus et de mieux comprendre leurs habitudes. L'excitation monte encore d'un cran lorsqu'un troisième requin-tigre s'approche.
Une véritable aubaine pour le film pédagogique que prépare Nicolas, à condition de garder un peu ses distances. L'Observatoire des requins de Polynésie, créé par Nicolas, est un réseau de plongeurs. Il collecte un maximum d'informations sur les différentes espèces de raies et de requins. Les données recueillies aujourd'hui serviront de base aux scientifiques pour une grande étude comportementale sur les requins-tigres. Michel, tu la connais la dernière? La dernière, j'ai un petit doute. La première, bon, c'était 0,1, c'est bon. La deuxième, je pense que je la connais. Je crois que c'est T5. Et la troisième, j'ai un petit doute. En tout cas, c'est bon, on a les 3 identifications, donc on a 3 individus dans la journée, ce qui est quand même Exceptionnel. Voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive de voir 3 individus comme ça. Donc c'est une journée qui a bien porté ses fruits, même si les observations étaient brèves et furtives. C'est 3 individus comme ça qui passent. Alors pourquoi elles sont passées à ce moment-là, à cette heure-ci, sans s'arrêter vraiment? Curieuse. Et après ça repart. C'est la nature, c'est beau. Michel et Nicolas espèrent que leurs observations aideront à réhabiliter l'image du requin-tigre. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. De toute façon, là, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a noté qu'il y a plus de requins-tigres. Il n'y a pas eu le moindre incident. C'est effectivement un requin potentiellement dangereux. Et les accidents qui se sont produits ailleurs dans le monde, c'était dans quelles circonstances? C'était avec de l'eau trouble, c'était avec des conditions peut-être où les zones ont été surpêchées, ce qui n'est pas forcément le cas d'ici. Si les requins-tigres reviennent sur ce récif de Tahiti, c'est qu'il y a des raisons. Il est là pour équilibrer tout un écosystème.